Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à l'étude des agents pathogènes et des maladies vectorielles. On était en train de décrire l'évolution du virus du sida à l'intérieur des cellules infectées et je vais vous proposer maintenant de quitter le monde de la biologie au sens strict pour passer à celui de l'étude épidémiologique, c'est-à-dire l'étude de l'épidémie elle-même. Une épidémie, c'est quoi? C'est une explosion d'une maladie dans une population en nombre de cas et donc en nombre de virus qu'on peut déterminer au sein de la population. Qu'en est-il de l'épidémie de sida? Est-ce que cette maladie est toujours à la mode? Eh bien oui, je parle de mode parce que dans les années 80, moi quand j'étais élève, je voyais des publicités pratiquement tous les jours à la télé qui me disaient que c'était grave le sida et qu'il fallait faire des tests et qu'il fallait se protéger, mettre des préservatifs et tout ça. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Pourtant, cette maladie fait toujours plus d'1 million de morts par an, tous les ans. Et je vais vous montrer des chiffres pour que vous compreniez. Alors voilà, là on est sur Excel et vous pouvez voir les années de 2010 à 2017, le nombre de décès par an, plus d'1 million, et le nombre de nouvelles contaminations chaque année. Là aussi, c'est plusieurs millions. Le réservoir en individus séropositifs est de l'ordre de pas loin de 35 millions de personnes. Alors on va faire des graphiques pour chacune de ces données. Le nombre de décès, ça diminue chaque année, on a de moins en moins de morts. Donc ça c'est plutôt encourageant. Ça c'est grâce à la prophylaxie et notamment à la trithérapie. Maintenant, le nombre de nouvelles contaminations il diminue également. Donc, vous voyez le succès des campagnes de prévention. Et si on regarde maintenant le nombre d'individus séropositifs, on pense que ça va baisser forcément. Et bien là, non. Surprise, le nombre total d'individus séropositifs, lui, augmente. En particulier depuis 2012. Alors comment ça se fait ça? C'est pas normal. Si on a moins de nouvelles personnes contaminées, moins de décès, c'est plutôt encourageant. On s'attend pas à avoir plus d'individus séropositifs. Et pourtant, si. C'est très facile à comprendre. Si vous avez moins de décès, eh bien vous avez plus de personnes séropositives. Et vu qu'on n'arrive pas à éliminer le virus, eh bien elles restent séropositives. Donc pour le démontrer, en fait, il suffit de faire le nombre de nouvelles contaminations moins le nombre de décès. Et si on le transforme en courbe, regardez ce que ça donne. Voilà, on voit bien une augmentation du nombre de cas au cours du temps. Voilà, avec un simple tableur Excel, vous avez pu comprendre que une épidémie, c'est pas quelque chose de simple, c'est un phénomène complexe. Et donc pour étudier une épidémie, en fait, il faut considérer 3 paramètres. L'incidence, la prévalence et la mortalité. Alors, pour le comprendre, je vous le représente sous la forme d'un réservoir. La prévalence, c'est un réservoir, c'est-à-dire c'est le nombre de cas atteints par une maladie sur une population générale, d'accord, et dans une période de temps donnée. Cette prévalence, elle augmente ou elle diminue en fonction d'entrants et de sortants. Les sortants, hélas, c'est la mortalité. Et les entrants, c'est l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an. Alors, pour le cas du sida, la prévalence ne fait qu'augmenter, tout simplement parce que l'incidence est supérieure à la mortalité, qui elle ne fait que diminuer. Donc ça c'est une bonne nouvelle qu'il y ait moins de morts bien sûr, mais comme on n'arrive pas à éliminer le virus, eh bien la prévalence ne fait qu'augmenter. D'accord? Pour bien comprendre l'action de ces 3 paramètres, en réalité le mieux c'est de faire un modèle numérique. Parce que c'est la seule façon d'intégrer des données complexes comme ça. Au niveau lycée, on utilise NetBiodin, qui a été réalisé par Pascal Ballet, et je vais vous montrer en quoi ça consiste. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, alors à gauche, dans la fenêtre de gauche, vous avez des agents. Vous pouvez mettre là, par exemple, des personnes saines. Alors, une personne saine, on va l'appeler PS. On va la noter en bleu. On va rajouter un virus. On va le mettre en rouge, par exemple. Ensuite, on va rajouter un réservoir de personnes malades, donc contaminées par le virus, PM, qu'on va laisser en violet. Et puis, on va rajouter des personnes immunisées, c'est-à-dire qui ont été malades, mais qui ont guéri. Donc ça, c'est le cas de la plupart des infections virales. Alors ici avec la bombe, je mets un certain nombre de personnes saines dans ma population au départ. Donc là ici j'en ai 314. Le virus, je veux en mettre à un endroit du modèle, quelque part. Là vous avez une dizaine de virus. Et maintenant je vais rajouter des comportements. Alors dans le comportement infection, on va mettre comme réactif des personnes saines, un virus et comme produit une personne malade. Donc une personne saine plus un virus donne une personne malade. Alors bien sûr, ça n'est pas tout le temps. Donc la probabilité, à 1, on est à 100%, on va la mettre à 10%. Alors le mode de contamination direct est lié à la toux. Donc je prends une personne malade et à chaque fois qu'elle tousse, ça donne une personne malade toujours, mais du virus en plus. Voilà. Alors avec une probabilité, je vais la mettre à 100% pour commencer.
Puis je rajoute un dernier comportement, c'est la guérison, hein, c'est le passage donc d'une personne malade à une personne immunisée cette fois, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas retomber malade parce qu'elle a des anticorps pour la protéger. Et ça, on va le mettre avec un taux de l'ordre de 10%, donc 0,1 en probabilité. Alors un détail que j'ai oublié, le virus, on va lui donner une espérance de vie qui n'est pas totale. Son espérance de vie, on va la mettre à 50. Ça veut dire que tous les 50 pas de temps, en unité arbitraire, le virus meurt de lui-même. Okay, il n'est pas éternel, évidemment, il disparaît au bout d'un moment. Voilà, alors maintenant on lance le modèle. Tout est mobile, au fait, dans le milieu, hein, tout a la possibilité de se déplacer. Et voilà les premières personnes qui commencent à être contaminées. Vous les voyez apparaître en violet. Au bout d'un certain temps, elles s'immunisent, mais elles ont eu le temps de propager le virus à cause de l'atout. Alors ce que vous voyez à gauche, c'est l'explosion du nombre de virus. Regardez, il monte, on est à plus de 20, plutôt 30. Le nombre de personnes saines, lui, diminue. Il est transformé en personnes malades et en personnes infectées. Dans ce modèle, j'ai pas mis de taux de mortalité, hein, j'ai pas mis d'individus mourants de l'infection. Alors on continue à voir progresser le nombre de virus. Alors là, on atteint un nombre de virus de l'ordre de 120 et on voit qu'ensuite, on n'augmente plus et même là maintenant, il baisse. Alors ça, c'est tout à fait incroyable. On va à l'extinction de la maladie. Regardez, le nombre de virus tout seul diminue. En effet, ce virus est entouré de personnes qui se sont immunisées. Et du coup, il n'arrive plus à contaminer de nouvelles personnes. Et donc, naturellement, statistiquement, le nombre de virus diminue. Là, on n'a quasiment plus aucun malade. Ça y est, on n'a plus aucun malade. Et le nombre de virus va atteindre 0. On est à l'extinction de la maladie d'elle-même. Voilà, alors ça, c'est tout à fait étonnant, ce résultat. Ce que vous voyez ici, c'est que le nombre de virus lors d'une épidémie, il augmente jusqu'au moment où il n'y a plus assez de personnes à proximité contaminables parce qu'elles se sont immunisées. Et du coup, le nombre de virus diminue. Et c'est pour ça qu'on utilise un nombre qu'on appelle R0. C'est le nombre de reproduction de base qui, s'il est supérieur à 1, fait que le nombre d'individus contaminés augmente et la population de virus augmente. S'il est inférieur à 1, c'est l'inverse, on va à l'extinction du nombre de virus. Ce nombre, c'est qualifie en fait le nombre de personnes qu'on contamine quand on est soi-même atteint. Pour le coronavirus, par exemple, on en parlera, mais on est de l'ordre de 2,6, 2,7. C'est-à-dire que quand on est malade soi-même, on contamine 2,6 à 2,7 personnes en moyenne. Alors bien sûr on pourrait se dire, du coup, dès qu'on a atteint le pic, c'est gagné, la maladie s'élimine. Eh bien non, c'est pas si simple. Historiquement, on peut le montrer facilement, par exemple la grippe espagnole qui est une des épidémies les plus terribles, une pandémie même puisqu'elle a touché toute la planète. Elle provient sans doute de soldats américains qui, pendant la guerre des tranchées, ont pu contaminer toutes les nations qui participaient à la guerre mondiale. Et regardez sur le plan épidémique ce que ça a donné. En juin 1918, une grande partie des soldats vont être contaminés. Et environ 5 personnes sur 1000 en sont mortes de cette grippe. Et puis la grippe a disparu pendant l'été. Alors on s'est dit, voilà, c'est fini. Et puis en octobre, un deuxième pic, beaucoup plus grave, avec plus de 30 morts par 1000 habitants. Donc là, on a eu une létalité colossale. Et ce deuxième pic a été beaucoup plus grand que le premier. Et ensuite, on est reparti à l'extinction, parce qu'il n'y avait plus assez de personnes à contaminer. Et puis c'est revenu en février de l'année 19. Et puis après, elle a complètement disparu, parce que les personnes étaient immunisées cette fois, pour celles qui n'étaient pas mortes, évidemment. Donc ce phénomène de cyclicité là, comment ça se fait qu'il réapparaît? Parce qu'on n'a pas éliminé le réservoir du virus ou parce que tout simplement il n'y avait pas assez de personnes immunisées. Qu'est-ce qui peut empêcher une nouvelle épidémie? En fait on peut jouer sur 3 paramètres. Je vais vous montrer ça avec le logiciel. Alors le premier paramètre sur lequel on peut jouer, c'est les gestes barrières. L'atout était le vecteur principal. Là ici je l'avais mis à carrément 100%. Alors imaginez qu'on utilise un masque. On va la faire passer à mettons 5% maximum. Et avec ce simple geste barrière, regardez ce qui se passe. Le virus part à l'extinction tout de suite. En effet, il peut contaminer personne. Donc voilà comment passer un R0 inférieur à 1 très rapidement. Alors la deuxième façon d'avoir un R0 inférieur à 1, et ça peut paraître particulier, mais c'est d'avoir un taux de mortalité important. Par exemple, si la maladie provoque la mort dans 50% des cas de personnes malades, à ce moment-là, paradoxalement, vous allez me dire, le virus part à l'extinction. Parce que comme il est trop mortel, les personnes n'ont pas le temps d'être un hôte efficace pour contaminer les autres et du coup, le virus va disparaître. Ça, c'est typiquement le cas avec le virus Ebola qui a des taux de mortalité qui peuvent atteindre 80%. Donc ce virus s'élimine de lui-même.
Alors évidemment, l'idéal c'est pas ça, l'idéal c'est de rajouter des personnes naturellement immunisées dès le départ. Et pour ça, il faut tout simplement les vacciner. Donc j'ai rajouté une population ici, PV, c'est la population dite vaccinée. Ensuite je mets mon virus, avec les mêmes propriétés que tout à l'heure. Et là regardez ce qui se passe, le virus n'arrive pas à augmenter. Il reste de l'ordre de 15 à 14, même 10, là vous voyez, il n'arrive pas à augmenter. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens immunisés protègent les autres. En quelque sorte, les gens immunisés sont les barrières contre l'épidémie. Se vacciner, c'est pas se protéger soi-même, c'est protéger les autres. En fait, c'est protéger tout le monde. Et on parle d'ailleurs de couverture vaccinale pour l'exprimer. Ça y est, on est arrivé à l'extinction du virus, simplement en ayant vacciné les individus. Voilà, alors maintenant vous avez compris l'importance de ces 3 paramètres pour déterminer les caractéristiques d'une épidémie. Le but du jeu est de faire baisser le R0. Pour ça, en réalité, on a 3 moyens d'action. Le premier moyen d'action, c'est jouer sur la période d'incubation et la période de contaminante. C'est-à-dire que quand vous êtes contaminé vous-même, il y a une période pendant laquelle vous n'avez aucun symptôme. C'est ce qu'on appelle la période d'incubation. Vous êtes à ce moment-là contaminant ou pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire des tests le plus tôt possible. Les tests servent, en particulier pour aussi le virus du sida, à savoir si vous avez la maladie mais sans avoir de symptômes. Si c'est le cas, alors utilisez des gestes barrières. Et la dernière façon d'agir, et celle-là elle est permanente, c'est augmenter le nombre de personnes immunisées. En effet, les gestes barrières c'est bien, mais vous ne pouvez pas les avoir à vie. Donc l'idéal c'est augmenter le nombre de personnes immunisées. Et l'idéal encore une fois, ça serait d'avoir un vaccin. Mais bon, pour la plupart des maladies, on n'a pas de vaccin, sinon on n'en parlerait plus déjà. En moyenne, il faut 7 à 8 ans pour mettre en place un vaccin qui va être commercialisable. Alors, prenons le cas de 4 maladies très connues. La rougeole. Alors la rougeole, c'est dû à un virus, donc le morbillivirus. Et avant les années 60, en France, on avait plus de 500 000 cas chaque année. Et cette maladie est mortelle. Alors, pas toujours, bien sûr, mais elle peut être mortelle. Et regardez la façon dont l'épidémie se développait. C'est par vagues, des pics, des pics, des pics, des pics, des pics, des pics. Donc c'est ça, mais qui se répète tout le temps, de manière indéfinie. D'accord ? En 1968, on découvre un premier vaccin et on le propose à la population générale française. La couverture va atteindre 90%. On ne peut pas aller au-delà parce qu'il y a des personnes à risque et sensibles si on leur donne le vaccin. Mais regardez, la maladie, elle a chuté. Les vagues, on les retrouve, mais n'empêche que la maladie diminue. Et à la fin des années 90, on découvre un deuxième vaccin, une deuxième génération de vaccins, et là, on arrive à l'extinction totale. D'accord ? Alors on pourrait se dire, ça y est, c'est fini. On n'a plus besoin de se vacciner puisque la maladie n'existe plus. C'est faux. Parce que le réservoir de la maladie, lui, il est toujours là. Ça veut dire que si jamais on arrête la vaccination, ça va réaugmenter. Je vais vous le montrer avec ces autres cas. Ici, vous connaissez tous le vaccin DT polio, diphtérie, poliomyélite et tétanos, parce qu'on y a tous droit quand on est petit. Puis il faut des rappels d'ailleurs après. La diphtérie est due à une bactérie. Dans les années 40, on découvre le vaccin. On est passé de 100 cas pour 100 000 à pratiquement plus rien, avec une couverture vaccinale de l'ordre de 80%. Pareil pour la poliomyélite qui est due à un virus. Dans les années 50, on découvre un vaccin. Et on est passé, pareil, d'environ 100 cas pour 100 000 à pratiquement plus rien. Pour la coqueluche, alors là, on avait un peu moins de cas. C'est une maladie qui est un petit peu moins répandue. Et quand le vaccin est apparu, avec une bonne couverture vaccinale, on a fait chuter la coqueluche. Et puis les gens ont arrêté de se vacciner. Et si on diminue la couverture vaccinale, la maladie repart aussi sec. Pourquoi ? Parce que les réservoirs sont toujours là. Et donc on peut toujours être contaminé et repartir. Voilà. C'est pour ça que la vaccination, c'est en termes de prophylaxie l'idéal, mais à condition qu'on se vaccine toujours. Parce que ce n'est pas de la génétique, ça. C'est quelque chose qu'on administre. Donc vos enfants, si vous êtes vaccinés, sont toujours sensibles. Il faudra aussi les vacciner. Et continuer. C'est comme ça. C'est pour ça qu'en vaccination, il ne faut jamais baisser les bras. Et si jamais on s'arrête ou si on ne fait pas les rappels, la maladie peut repartir. Je vous rappelle qu'une vaccination, ça protège soi-même, mais les autres. C'est à l'échelle d'une population en fait qu'on se protège. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des maladies vectorielles et des différents agents pathogènes de manière très résumée et synthétique. Alors, on est en mai 2020, on est en pleine crise de Covid-19 et je vais vous proposer donc maintenant une séance spéciale consacrée au Covid-19. Alors je vous dis à très vite sur 10 minutes sur.